Bonjour tout le monde. Du coup, ici, pour que tout le monde soit sûr d'être dans la bonne salle, c'est le topo sur la guerre d'Espagne, la révolution espagnole de 36. L'idée de ce topo, c'est, je pense que tout le monde a un petit peu en tête le Front populaire, etc., etc. L'idée, c'est pas forcément de chercher à faire une analogie avec la situation qu'on a connue ou qu'on connaît en ce moment en France et d'aller réfléchir les points communs entre ces deux situations, comment on peut s'en inspirer, etc. Nous, on a plutôt choisi de prendre un angle d'attaque un petit peu différent, donc pas uniquement de critique de la stratégie du Front populaire, mais aussi d'aller discuter la politique en fait qu'ont menée les révolutionnaires qui étaient un peu majoritaires à l'époque en Espagne, donc les anarchistes et la CNT, pour voir justement un petit peu comment la politique qu'eux ils ont proposée, en fait, ça a été une impasse, ça a mené à l'échec en fait de ce qu'aurait pu être une révolution. Et pour nous, ça vient montrer un petit peu quel rapport on doit entretenir à l'État, comment on définit l'État aussi, comment on caractérise l'État bourgeois, qu'est-ce que c'est son rôle, qu'est-ce que c'est ses outils, qu'est-ce que la bourgeoisie elle met en place pour le maintenir un petit peu coûte que coûte, quelle que soit la situation. Et donc voilà, comment on le caractérise et derrière, comment nous on peut s'organiser en tant que communiste révolutionnaire et quelle perspective on peut porter un peu dans l'analyse de l'État, mais aussi dans une situation dans une situation révolutionnaire, en fait, quels sont les pièges dans lesquels il faut surtout pas tomber, etc. Donc peut-être pour redonner juste un petit élément de contexte international dans lequel arrive cet événement, donc on est au début des années 30, donc la situation internationale, elle est très riche, très complexe. On a la révolution russe qui a environ 15 ans. Il y a des explosions sociales un petit peu partout en Europe, que ce soit en France, en Allemagne, etc. Et on a aussi du coup des grosses montées réactionnaires dans tout un tas de pays, notamment en réaction justement à ces explosions sociales-là. Et on a du coup déjà en Italie et en Allemagne le fascisme qui est au pouvoir avec Hitler et Mussolini et qui continue à s'installer, à prendre de la place, etc. Un petit peu partout en Europe. Et du coup on a un petit peu trois forces principales qui se combattent, on va dire, le pouvoir. C'est le fascisme, qui est un petit peu le dernier rempart que la bourgeoisie elle utilise pour faire face à une deuxième force qui est la révolution ouvrière, et le stalinisme qui lui aussi suite à la révolution russe, à sa dégénérescence, etc., est en train de gagner du terrain et va être aussi un outil en fait pour mater en fait les nouvelles révolutions qui pourraient naître dans les autres pays. Donc on va revenir un petit peu sur la chronologie des événements, en gros depuis à peu près le début des années 30 jusqu'en 36, voir un petit peu comment cette montée révolutionnaire elle s'installe et comment la réaction s'installe également. Et puis on reviendra du coup ensuite un petit peu sur justement l'impasse de la politique anarchiste et la nécessité d'une certaine centralité et d'un parti révolutionnaire évidemment. Du coup moi je vais commencer un peu à revenir sur l'état de l'Espagne pendant et après la Première Guerre mondiale. Et voir un peu dans les années 30 justement c'est quoi un peu l'Espagne. Donc en 1930 l'Espagne elle est encore une monarchie qui possède des marqueurs du système féodal, mais en même temps elle a une économie qui est investie par les capitaux. Les paysans ils représentent à peu près 70% de la population et la grande propriété terrienne elle est encore très liée à l'aristocratie terrienne. Et sur le plan industriel, l'Espagne elle est assez arriérée et les seules quelques industries présentes, elles sont principalement aux mains des capitalistes anglais et français. Et en plus de tout ça, l'Église elle a un poids considérable et c'est d'ailleurs le premier propriétaire foncier national. La bourgeoisie espagnole elle s'est développée tardivement et elle est complètement étriquée dans ce système aux grands traits féodaux, mais en même temps elle s'accommode de la monarchie qui répond à ses besoins, entre autres par la colonisation du Maroc en 1912. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, le patronat espagnol il a tiré profit de sa place neutre dans le conflit interimpérialiste. Mais après la guerre, les marchés ils ont été complètement récupérés par les impérialistes européens. Et ça plonge la paysannerie et le prolétariat espagnol dans une forte crise. Pour répondre à ça, les industriels catalans ils ont financé le coup d'État militaire de Primo de Rivera après la guerre pour instaurer un fort protectionnisme. Notamment en réaction à la perte des marchés extérieurs qui ont été repris par les impérialistes
français et anglais, aussi pour réprimer les militants anarcho-syndicalistes et en fait aider la bourgeoisie et la lier notamment à Alphonse XIII. Ensuite, la crise de 29, elle touche la bourgeoisie espagnole et ça fait chuter le gouvernement de Primo de Rivera. À ce moment-là, les grèves ouvrières, elles vont se multiplier, les campagnes, elles subissent la famine et la bourgeoisie, elle va profiter d'une vague de républicanisme pour pousser à l'avènement de la République en espérant donner l'illusion d'une réponse aux revendications ouvrières et paysannes. Le Parti socialiste et l'UGT, qui est le syndicat qui lui est lié, et les républicains, ils vont signer un accord. Et en fait, c'est cette coalition socialo-républicaine qui va gagner les élections de 1931. Et la République, elle est proclamée sans éclat particulier. Mais en fait, immédiatement après, le gouvernement provisoire, il est confié à un ancien monarchiste, Alcalá Zamora, et en fait, l'appareil d'État, il reste vraiment le même. La République, elle n'est pas du tout en capacité de répondre aux besoins de la classe ouvrière et des paysans affamés, et elle ne va même pas accomplir les tâches démocratiques de la révolution bourgeoise qu'elle prétend. Pour les paysans, l'attente, c'est la réforme agraire. Il y a 2 millions de paysans qui ont des terres insuffisantes et qui cherchent à se faire employer comme ouvriers agricoles. Mais en fait, l'agriculture espagnole, elle est à la fois très féodale dans un sens, mais en fait, elle est déjà soumise au système capitaliste. Et confisquer les terres, ça aurait supposé la confiscation de capitaux bancaires. Et ça aurait lésé la bourgeoisie espagnole, agricole comme industrielle. En fait, parce que la République, elle défend coûte que coûte les intérêts capitalistes, elle ne peut pas répondre à la question agraire. L'absence de réponse à cette crise, ça provoque d'autant plus la colère des masses ouvrières et paysannes. Et le gouvernement, sa réponse, c'est la répression, la création de gardes d'assaut et la restriction des droits démocratiques. En 1934, il y a 12 000 travailleurs en prison, les salles de réunion des travailleurs, elles sont fermées, les syndicats, ils sont extrêmement surveillés pour empêcher toute voie révolutionnaire de se développer. En fait, la République, elle a mis en place tous les outils constitutionnels pour mater le mouvement ouvrier. Elle se donne le droit de suspendre des droits si il y a des actes d'agression envers la République. Elle se donne la possibilité d'interdire des réunions dans l'intérêt de leur public, en fait, l'intérêt bourgeois. Et pendant ce temps-là, face à l'échauffement des masses, la réaction, elle se prépare. Et la CEDA, donc la Confédération espagnole des droits autonomes, qui regroupait des militants de la droite cléricale, de l'extrême droite et des fascistes, elle se crée. Et face à cette montée fasciste, le prolétariat réagit. Il a tiré les leçons des expériences du prolétariat allemand notamment. Mais pendant ce temps-là, en fait, les organisations ouvrières, elles vont pas donner les armes à ce prolétariat pour lutter. Les outils qui auraient été nécessaires à l'organisation de l'insurrection, c'est les conseils ouvriers. Alors, il y a certes la gauche communiste qui est influencée par Trotsky, qui s'y attelle en créant les alliances ouvrières, particulièrement dans les Asturies à Valence. Mais en fait, elle échoue à impliquer les ouvriers à la base et elle les coordonne pas du tout à l'échelle nationale. La réaction pro-monarchiste, elle va mener une propagande démagogique à destination des paysans qui se sentent lésés par le gouvernement socialo-républicain. Et en novembre 1933, il y a de nouvelles élections qui ont lieu et elles se font en faveur de ces forces réactionnaires et de la droite. Il y a le socialiste, plutôt de l'aile droite socialiste Prieto, qui explique un peu dans un élan de lucidité que c'est la politique de droite menée par la gauche qui a conduit à ce résultat électoral. Il dit « Dans cette période d'agonie du capitalisme, la bourgeoisie espagnole n'a pas été capable de mener à bien la révolution démocratique bourgeoise. » Et en fait, les années 34-35, après, elles sont marquées par une forte offensive des grands propriétaires terriens. Et les monarchistes et les fascistes, eux, ils se sentent suffisamment en confiance pour parader dans les rues. Mais les fascistes cléricaux, ils vont échouer à rallier les masses à leur politique et l'opposition, elle va grandir. Dans les rangs de la classe ouvrière, des liens politiques et syndicaux vont se nouer. Dans certaines villes, la CNT va même entrer dans les alliances ouvrières créées par la gauche communiste. Et en septembre 1934, le Parti communiste, il est lui aussi contraint sous la pression de sa base d'entrer dans les alliances ouvrières. Le front unique du prolétariat, il se mettait peu à peu en place. Et en fait, en réponse à ça, la bourgeoisie, elle va former un nouveau gouvernement où elle va faire entrer 3 candidats de Gilles Robles, donc qui est à la création de la CEDA. Et l'UGT et l'Alliance ouvrière, elle va décréter la grève générale, mais en fait, sans les conseils ouvriers qui ont un peu une réalité et sans perspective politique claire, sans politique en direction des paysans et sans appel à l'occupation des usines. Donc, les travailleurs, ils sont pas assez armés politiquement et matériellement, et
Par exemple, le fait que les cheminots de la CNT ne se mettent pas en grève, ça va permettre au gouvernement de reprendre la main en acheminant des armes et des troupes. C'est dans les Asturies que la lutte elle sera la plus efficace. En fait, en raison de la présence réelle et animée de l'Alliance ouvrière, la terre elle a été donnée aux paysans, les usines elles sont confisquées, il y a des tribunaux révolutionnaires qui se mettent en place. Mais le gouvernement, qui a réussi à mettre en échec le prolétariat partout ailleurs, a pu se concentrer sur les Asturies et 3000 ouvriers sont tués. Par la suite, chaque exécution de prisonniers de l'insurrection d'octobre, donc 34, va provoquer une grève en fait. Et en plus de ça, les grèves économiques continuent à se multiplier. Et l'Espagne connaît un climat de détermination et de bouillonnement du prolétariat. Et donc là, on va continuer de discuter un peu de justement cette montée en puissance révolutionnaire des travailleurs espagnols. Donc cette mobilisation qui bloque qui bloque partiellement la production, elle va parler à de larges couches de la paysannerie et même de la petite bourgeoisie assez faible, mais particulièrement autour de la revendication d'amnistie de l'insurrection d'octobre 34. Le gouvernement, il va concéder des revendications des travailleurs et emprunter une rhétorique antifasciste pour empêcher cette progression du mouvement ouvrier. Mais à côté de ça, l'extrême droite, elle réagit, elle obtient le poste de ministre de la guerre et elle fait entrer d'autres fascistes cléricaux au gouvernement. Et ça, c'est un poste stratégique pour l'extrême droite pour amasser des armes en vue de la situation et de la combativité croissante du prolétariat. La pression pour l'unité, elle domine au sein de la classe ouvrière. Des grosses manifestations antifascistes ont lieu. Et en février, le prolétariat il rejette dans les urnes et dans la rue les fascistes cléricaux. Et alors que les socialistes ne plaçaient pas leur confiance dans les travailleurs en mouvement, ils se font élire et Azana, un républicain de gauche, rentre à la tête du gouvernement. Mais on peut se demander un peu ce qui explique cette force de la réaction. Enfin, qu'est-ce qui fait que justement dans cette montée révolutionnaire, en fait, la réaction va quand même prendre de la place. En fait, pas plus que sur la période 31-33. Les partis bourgeois qui prétendent servir les intérêts du prolétariat espagnol, ils vont donner les armes politiques et matérielles aux travailleurs. Et en fait, pire encore, ils vont prétendre combattre la réaction tout en lui déroulant le tapis rouge. La réaction, c'est le fait même du degré de mobilisation du prolétariat. Et en fait, c'est parce que la lutte des classes, elle se fait de plus en plus visible que la bourgeoisie sort les grands moyens et met tous ses outils possibles au service de la contre-révolution. Le Front populaire, malgré ses apparences, c'est un des outils de cette bourgeoisie et c'est d'autant plus vicieux qu'il se donne les apparences révolutionnaires. Trotsky, il analyse ce lien de nature entre le Front populaire et la réaction à travers l'exemple de l'armée. Il dit que le fait qu'il y a en fait la caste des officiers qui subsiste, ça représente bien... cette caste des officiers qui représente vraiment la garde du capital, ça prouve bien que le gouvernement de Front populaire, c'est-à-dire le gouvernement de coalition des travailleurs avec la bourgeoisie, est dans son essence même un gouvernement de capitulation vis-à-vis de la bureaucratie et de ses officiers. En fait, les communistes et les socialistes, ils renoncent à la révolution et ils présentent leur participation au gouvernement républicain comme le seul moyen de contrer la réaction. Ils prétendent même que ce gouvernement... c'est le seul à même de mener à bien la révolution démocratique bourgeoise en Espagne. Mais en fait, pas plus qu'en 1931, les fondements de la réaction ils sont mis à mal. L'Église, l'armée, les instances de l'État, l'absence de réformes agraires. En fait, comme avant, Azana, il se doit de servir la bourgeoisie espagnole coûte que coûte. Et en fait, il ne peut pas ébranler les bases mêmes de cette réaction qui se met en place. Un petit exemple, par exemple, c'est une grève de 80 000 travailleurs du bâtiment à Madrid en juillet 1936. Que le gouvernement et la direction de l'UGT ils vont chercher à étouffer. Et en fait, la rhétorique qu'ils vont mettre en place à ce moment-là, c'est de dire que si une lutte est poussée, elle va aller jusqu'à attaquer le gouvernement et que ça aiderait le coup d'État à se mettre en place. En fait, autrement dit, le Front populaire, il se propose de mater le mouvement ouvrier autant qu'il le pourra avant que la dictature militaire devienne vraiment la solution nécessaire à la bourgeoisie. En fait, il n'y a que le prolétariat qui est conséquent vis-à-vis de la contre-révolution qui se prépare et qui a encore en tête le cours des événements de la période 31-33. Les masses elles vont imposer l'amnistie des prisonniers d'octobre 34 en ouvrant les prisons. Et en fait, le gouvernement, pour un peu garder sa légitimité et son autorité, lui, il va affirmer sur le papier ce que le prolétariat il a déjà rendu effectif. Les travailleurs ils vont s'attaquer au poids de l'Église, notamment par des incendies. Et les grèves sur les revendications économiques, elles continuent de grossir. Mais en fait, c'est vraiment le penchant vers la réaction du camp républicain qui va lancer la révolution.
les républicains de gauche derrière Azana qui prétendent incarner qui continuent d'incarner la répression des ouvriers en lutte. Et à côté de ça, l'extrême droite, elle s'en félicite. Et c'est ce lien qui se crée aussi entre le gouvernement républicain qui est censé lutter contre le fascisme et ces liens qui sont tissés qui alarment aussi le prolétariat espagnol. Donc les fascistes et les ouvriers de la garde civile, ils se sentent pousser des ailes, ils attaquent un quartier ouvrier de Madrid et face à ça, la CNT, elle appelle à la grève générale. Et en fait, pour éviter cet embrasement du mouvement ouvrier, Azana, il choisit de faire arrêter les grèves par des dirigeants ouvriers. Il demande aux socialistes de l'aile droite Prieto de former un gouvernement de coalition. Mais toute une partie du Parti socialiste, notamment madrilène, qui a cherché à rompre avec le réformisme et voit la nécessité de la révolution prolétarienne, met la pression. Et ça empêche Prieto de rentrer au gouvernement. Donc là, il y a en même temps cette presse de l'aile gauche du Parti socialiste qui, par exemple, montre l'impossibilité pour le gouvernement de mener à bien la réforme agraire. Les représentants de la bourgeoisie industrielle, eux, ils ont tout intérêt à pousser pour que le Premier ministre il soit socialiste. C'est pour eux le meilleur moyen de mater la révolte. Le Parti communiste et même le POUM, qui est une fusion de la gauche communiste, donc aux influences trotskistes qui avaient créé les alliances ouvrières précédemment, et du bloc ouvrier et paysan, eux aussi, ils poussent à ce que le Parti socialiste entre au gouvernement. Comme si, en fait, la présence des dirigeants ouvriers, c'était gage de résistance face à la réaction. À ce moment-là, la révolution, elle continue de bouillir, quoi. Il y a 25 000 familles paysannes qui occupent les terres des propriétaires terriens. Dans les Asturies, il y a des grèves politiques qui se mettent en place. Et voilà, le 10 juin, il y a 1 million de grévistes. Il y en a plus d'1 million les premiers jours de juillet. Et ça concerne à la fois des ouvriers et des travailleurs agricoles. Et face à cette montée révolutionnaire, le Front populaire, il lance la garde civile. Les militants de la CNT, ils sont particulièrement visés, réprimés à Barcelone. Il y a de lourdes attaques sur les droits syndicaux qui tombent, mais la politique unitaire de l'UGT et de la CNT permet de les contrer. Des grèves avec des revendications essentiellement politiques se déploient sur les droits des chômeurs, contre le gouvernement qui n'a pas tenu ses promesses d'amélioration des conditions de travail, et le prolétariat organisé combat les fascistes dans la rue. Et face à cette montée révolutionnaire, la bourgeoisie, elle n'a plus le choix que d'entamer vraiment la contre-révolution. Ni les républicains, ni les socialistes n'ont réussi à étouffer la combativité des masses en mouvement. Et le capitalisme, il pouvait survivre en Espagne à ce moment-là qu'en poussant au maximum l'exploitation des travailleurs. Tous les autres débouchés, ils étaient impossibles aux yeux du patronat national. Le marché extérieur, il est contracté. Le marché intérieur est faible du fait de la crise agricole et d'une paysannerie affamée et sans pouvoir d'achat. En fait, la bourgeoisie, elle peut plus faire de concessions. C'est sa survie en tant que classe dominante qui en dépend et elle se doit de détruire les organes de la classe ouvrière et la combativité des masses. Et pour ça, elle va s'appuyer sur les fascistes. Elle met en place son dernier recours. Et cette contre-révolution, elle avait à disposition la casse des officiers, les garnisons provinciales, la légion étrangère et des troupes marocaines. Et du coup, dans ce contexte où on a tout un tas quand même de grèves, de mobilisations ouvrières qui se succèdent, on a un mouvement ouvrier qui est très fort et qui est dirigé par la CNT. C'est la première fois que les anarchistes, ils ont ce poids-là, quoi, dans un mouvement, même dans un pays. Le fait de vraiment diriger la classe ouvrière, c'est le rôle qu'ils ont à ce moment-là. On a donc le Front populaire qui gagne les élections, etc. L'UGT qui essaye un petit peu de mater les révoltes, l'extrême droite qui s'y met aussi en attaquant les grévistes et tout ça. Et du coup, on se retrouve en fait avec un gouvernement qui se fait un peu lâcher des deux côtés. D'une part, en fait, il n'arrive pas à neutraliser les mobilisations ouvrières avec les miettes qu'il lâche, parce qu'en fait, dans son programme, il n'y a absolument rien qui permet d'améliorer le sort des travailleurs et des paysans, quoi. C'est vraiment juste des miettes. Et de l'autre côté, il y a l'armée qui lui obéit de moins en moins, etc., quoi. Du coup, la bourgeoisie, elle commence à voir que en fait, le Front populaire, c'est peut-être pas vraiment la solution, quoi. Que finalement, le fascisme, c'est peut-être un peu le moment. Et que en fait, elle voit bien que la gauche qui a essayé, la gauche institutionnelle, la gauche réformiste, qui a essayé de s'imposer comme non, nous on va mater ces révoltes-là et tout, ça marche pas. Donc voilà, quoi.
il y a pardon. Ouais, le gouvernement, du coup, je disais, et l'armée régulière, ils perdent complètement leur légitimité. Et du coup, ils commencent à se rendre compte aussi que pour réussir à mater les révoltes, il va plus falloir uniquement essayer de mater les organisations ouvrières, mais en fait chercher à les intégrer aussi. C'est ce qu'on va voir dans l'appareil d'État de manière beaucoup plus importante, notamment les dirigeants de la CNT, etc. Tant qu'ils ont pu, ils ont juste essayé de réprimer, quoi. Voilà, de mettre en prison, d'envoyer des groupuscules sur les piquets, etc. Mais que en fait, voilà, ça fonctionne pas. Et voilà. Du coup, le 17 février 1936, on a donc le fameux coup d'État, quoi, le fameux putsch, avec du coup les généraux Franco et Mola qui organisent en fait un soulèvement militaire qui va partir du Maroc et qui, depuis le Maroc, ils appellent au même soulèvement en fait en Espagne. Et là, on se retrouve avec un truc un peu catastrophique où le gouvernement espagnol, qui a tout à fait conscience en fait de l'ampleur de ce putsch, de l'ensemble des territoires qui sont pris, que ce soit au Maroc, en Espagne, etc. Il va complètement mentir sur la réalité en fait de cet événement et il va raconter dans les médias partout que non, en fait tout va bien, tout est sous contrôle, il n'y a pas du tout de putsch, il n'y a pas du tout de prise de pouvoir du fascisme, tout est sous contrôle, etc. Et ça, évidemment, c'est complètement faux parce que justement les fascistes, ils commencent, les putschistes, quoi, ils commencent à tenir vraiment plusieurs villes et voilà. Et du coup, en fait, pourquoi notamment le gouvernement il ment un petit peu sur tout ça, c'est notamment pour s'opposer en fait à l'armement du prolétariat, reconnaître que là c'est vraiment la merde et que le gouvernement il a pas les armes en fait, il a pas les armes, les effectifs, la légitimité pour combattre cette prise du pouvoir, ce putsch là. Du coup, il refuse, il est obligé de mentir pour pas donner les armes aux ouvriers et aux paysans, quoi. Et en fait, on voit que là, on a encore notamment à gauche cette idée en fait, c'est le Front populaire qui dirige, c'est le gouvernement qui dirige et toutes les organisations qui sont regroupées dans le Front populaire, elles obéissent. Puisqu'on a du coup notamment dans la presse une sortie qui est pas mal, qui dit que dans l'éventualité où les ressources du gouvernement ne seraient pas suffisantes, la République est assurée solennellement que le Front populaire qui rassemble sous sa discipline tout le prolétariat espagnol se résoudra avec sérénité et impartialité à intervenir dans le conflit aussi rapidement que son intervention sera réclamée. Le gouvernement commande et le Front populaire obéit. Donc on est vraiment dans un truc où voilà, c'est pas ok, en fait là le gouvernement il n'est pas capable, donc en fait on impose nous ouvrières, ouvriers, paysans, paysannes de prendre les armes et d'aller combattre la réaction. Non, on se met sous la direction toujours de ce gouvernement qui pèse plus rien. Évidemment, les anarchistes à ce moment-là, ils vont pas être dupes. Ils ont aussi tout à fait conscience de la réalité du putsch, de tout ce qui est sous contrôle des putschistes, etc. Et du coup, sous sa direction, le prolétariat, il va prendre les armes, notamment en allant piller des casernes. Donc voilà, ils vont prendre des casernes, récupérer les armes, etc. Parce qu'ils voient en fait l'urgence de la situation que la bourgeoisie, le Front populaire, etc. essayent de mettre complètement sous le tapis. Et le gouvernement, du coup, il se retrouve un petit peu devant le fait accompli, quoi. De fait, il y a un putsch. De fait, il y a des ouvriers qui prennent les armes et qui écoutent plus du tout ce qu'ils racontent. Et du coup, il va en fait a posteriori venir légaliser ce qui est fait par les ouvriers. Donc là, ils arrivent en fait à faire, les ouvriers du coup en armes sous la direction de la CNT, ils vont réussir à protéger et à faire reculer les putschistes dans tout un tas de villes. Mais voilà, le fait que le gouvernement il est longtemps un peu tergiversé sur en fait les infos qu'il donnait pas, le fait qu'il y avait aucun problème alors qu'il y avait un gros problème, etc. Ça a quand même, on est dans des situations où un peu chaque heure compte, quoi, et où du coup il y a quand même les putschistes, ils ont quand même eu le temps de gagner pas mal de terrain et en fait ils ont sous contrôle à peu près un tiers du pays. Et en fait, du coup, on se retrouve avec le prolétariat qui prend les armes, etc., un petit peu dans une situation où le putsch militaire, c'est un peu ça qui finalement a déclenché la révolution que la bourgeoisie, elle cherchait à tout prix à éviter, quoi. C'est ça qui a fait que les ouvriers, ils se sont dit, mais en fait, maintenant, on n'écoute plus, on va prendre les armes quoi qu'il arrive et on va en fait prendre nos affaires en main et voilà, quoi.
Mais c'est un petit peu là aussi que du coup va commencer, je pense, ce qui va un petit peu être le problème de cet événement-là, c'est est-ce qu'on est dans une situation, est-ce qu'on est dans une lutte pour les ouvriers à ce moment-là, est-ce qu'on est dans une lutte antifasciste ou est-ce qu'on est dans une lutte révolutionnaire, ou est-ce que c'est les deux en même temps, et du coup, quelle priorité on met où, etc., etc. Du coup, les ouvriers, ils prennent non seulement les armes, mais ils prennent aussi un peu le contrôle du pays, et notamment, principalement de la Catalogne, et du coup, ce qui n'est pas sous prise des putschistes. Et on va avoir pas seulement une prise du pouvoir militaire, pas du pouvoir justement, on y reviendra, mais pas juste une prise du contrôle un peu des actions militaires, mais aussi la réquisition des usines, la collectivisation des terres et l'organisation collective de tout ça, quoi. C'est des comités qui vont décider du montant des salaires, quels sont les horaires, comment on distribue la bouffe qui est produite, etc. Et en fait, c'est la première fois que tout le monde mange à sa faim en Espagne, quoi. Donc on est vraiment dans un processus de réorganisation en fait de la société. Et donc je disais aussi des affaires militaires, notamment autour de la colonne de Durruti, qui va être un petit peu qui est assez connu notamment pour s'être engagé dans la libération de Saragosse, etc. Mais c'est aussi des tribunaux populaires, tout ça, quoi. Et du coup, on voit qu'on est dans une situation, en fait, le prolétariat, il aurait complètement pu mener ça jusqu'au bout et prendre définitivement le pouvoir en actant qu'en fait, c'était lui qui organisait la société et c'était lui qui, du coup, devait la diriger. Les anarchistes, justement, ils rayonnent de ouf, et eux, ils n'ont pas voulu prendre formellement le pouvoir, alors qu'ils étaient les plus implantés dans la classe ouvrière et l'industrie. Et voilà, un truc qui est assez important et qui est aussi le problème avec le POUM à l'époque, c'est que les révolutionnaires en fait espagnols, ils vont pas du tout mettre en garde la classe ouvrière sur les illusions un petit peu qui sont diffusées par le Front populaire, les illusions qui sont diffusées par le gouvernement qui est encore en place et qui essaye de regagner en légitimité. Ils vont juste essayer de temps en temps mener une politique un petit peu alternative, mais sans s'opposer jamais frontalement en fait, sans dénoncer les illusions, sans tout ça, quoi. Et du coup, ça sème quand même, ça laisse les illusions dans la tête de notre classe, quoi, à ce moment-là. Mais bref, du coup, quand même, grâce aux anarchistes, aux travailleurs dirigés par la CNT et les anarchistes, on a du coup notamment Barcelone, etc., qui sont reprises aux putschistes. Et voilà, c'est eux qui sont encore une fois les plus à l'offensive et tout. Mais du coup, les deux problèmes là, en plus de ce que je disais un petit peu sur le débat, en fait, est-ce qu'on est dans une lutte antifasciste, est-ce qu'on est dans une lutte révolutionnaire, etc. C'est notamment qu'on va avoir en fait une absence totale de centralité. Les anarchistes, ils considèrent que en fait il faut pas avoir un pouvoir centralisé comme nous on pense qu'il faut le faire, quoi. Centralisé à l'échelle du pays, à l'échelle nationale. Et ça va être un gros obstacle en fait pour justement réussir à coordonner ces centralisations, quoi. Ces réorganisations, ces réquisitions. En fait, on a dans tous les territoires des terres qui sont reprises, des usines qui sont réquisitionnées, etc. Mais à aucun moment il y a une réflexion un petit peu nationale de ok, en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. C'est des choses qui restent vraiment à des niveaux encore très locaux. Et voilà, il y a le problème aussi du fait que en fait la CNT c'est un syndicat et que du coup ça se concentre vraiment sur la question du travail et que ça a du mal en fait à dépasser un petit peu dans sa réflexion et dans ce que ça propose pour l'organisation de la société ces simples questions qui peuvent du coup même parfois être un petit peu corporatistes, etc. Enfin le truc en fait qui vient un petit peu être le résultat de tout ça, c'est un rejet en fait complètement gauchiste de l'État et du pouvoir et du fait de prendre le pouvoir en fait en tant que travailleur et travailleuse. Donc voilà, notamment ce qu'ils disent les anarchistes, c'est nous ne croyons pas à la dictature quand elle s'exerçait contre nous et nous ne la désirons pas quand Nous ne croyons pas à la dictature quand elle s'exerçait contre nous et nous ne la désirons pas quand nous pouvions l'exercer nous-mêmes à l'encontre de la majorité. Donc en gros, c'est ce qu'ils disent, c'est un peu contre l'idée de la dictature du prolétariat. C'est en fait, nous, on voulait pas la dictature, on voulait pas d'une dictature, on va pas nous-mêmes aller faire la dictature sur les autres. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, ils refusent tout simplement de prendre le pouvoir au moment où, dans cette situation, refuser de prendre le pouvoir, c'est de fait le laisser
à la bourgeoisie, quoi. Parce que eux, ils vont pas se dire ah ok, là c'est eux qui sont légitimes, bah du coup nous on fait nos valises, on les laisse reprendre les affaires. En fait, évidemment que non. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en fait on a un petit peu un double pouvoir dans l'organisation de la société, mais un double pouvoir qui en fait n'aboutit jamais, puisque les travailleurs n'imposent jamais en fait un deuxième État, ou enfin voilà vraiment en fait un contre-pouvoir à celui de la bourgeoisie, et vont au contraire plutôt aller collaborer, fonctionner avec le gouvernement, et au final en fait être un marchepied pour lui permettre de se reconstruire complètement. On a rapidement en fait la constitution de comité central qui aurait été dans l'idéal un petit peu en fait la coordination justement de tous les comités locaux, mais qui en fait sont pas du tout ça. C'est juste des endroits qui regroupent un peu des dirigeants des différentes sensibilités. Dans un premier temps majoritairement révolutionnaires, mais bon rapidement c'est plus trop le cas, quoi. Et voilà. Et du coup, le problème, c'est notamment dans la caractérisation que la CNT, elle fait du gouvernement à ce moment-là, enfin de l'État, où en fait, elle considère que c'est un gouvernement de transition révolutionnaire, alors que c'est pas du tout un gouvernement qui est composé majoritairement de travailleurs, de révolutionnaires, etc. Et ils vont même jusqu'à théoriser qu'en fait, l'État, il aurait cessé dans cette situation d'être une force de répression de la classe ouvrière. Donc voilà, quoi. On a du coup une contradiction qui est assez importante, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de accepter en fait que là ils sont dans une situation où ils sont obligés d'avoir leur propre État, leur propre organisation centralisée, en fait ils vont accepter et relégitimer le pouvoir bourgeois. Et du coup, par contre, oui, ce rejet de l'État qui est un peu gauchiste, c'est un peu ce qui fait l'unité quand même dans les rangs anarchistes, mais par contre la participation active de dirigeants anarchistes au gouvernement, ça c'est quelque chose qui va faire énormément débat dans les rangs de la CNT, où il y a un peu un débat entre la base et les dirigeants, quoi. Mais où au final il y a quand même pas mal de dirigeants anarchistes qui acceptent cette participation et qui en fait se retrouvent à occuper des postes de ministres complètement secondaires, c'est-à-dire pas évidemment des trucs clés autour de la finance, autour de l'armement, etc. Et qui du coup en fait vont juste être la caution révolutionnaire, la caution radicale de ce gouvernement, sans jamais permettre de mener au bout cette révolution là, quoi. Mais voilà, oui, le problème en fait de tout ça, c'est notamment que la priorité pour les anarchistes, elle est mise sur le fait de faire reculer le fascisme. Là, l'urgence, elle est dans le fait que les putschistes, ils ont pris du terrain, etc. Et du coup, ils considèrent que, en fait, oui, ils ont besoin de collaborer avec l'État bourgeois ou ce qu'il en reste pour pouvoir faire reculer définitivement les fascistes. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est la bourgeoisie justement qui a besoin d'eux pour pouvoir reprendre le pouvoir derrière, et pas l'inverse, quoi. Et du coup, oui, au final, ils servent, comme je le disais, complètement de marchepied à la bourgeoisie. Ils lui permettent de se refaire une santé, en fait, pendant que eux, ils vont au front pour combattre le fascisme. En fait, le gouvernement bourgeois, il se reconstruit, il regagne en légitimité, et voilà, petit à petit, il va remettre en place des institutions complètement verrouillées par la bourgeoisie, une armée régulière, etc., qui n'avait jamais été dissoute, contre laquelle la CNT et le POUM n'avaient jamais demandé de dissolution. Le POUM, il aurait pu évidemment proposer une direction un petit peu alternative à tout ça, qui aurait imposé la nécessité de la centralité, la prise du pouvoir, et pas simplement la réorganisation de la société. Mais en fait, en vrai, dans cette situation, ils servent quand même pas à grand chose, quoi. Ils se contentent un petit peu de faire de la propagande, ils agissent, on va dire, un peu plus dans les idées que vraiment pour venir proposer une orientation alternative. En plus, ils sont beaucoup moins implantés que les anarchistes, ils se font persécuter par les staliniens, et ils refusent complètement d'écouter les conseils de Trotsky et de la 4e internationale à ce moment-là, quoi. Et du coup, ils vont être plutôt suivistes des anarchistes, des réformistes, tout ça. Les staliniens, eux, quand même, pour en dire un mot, eux, ils voient la révolution d'un très mauvais œil. Ils considèrent évidemment, c'est l'idée de la révolution dans un seul pays, quoi. Il faut que l'URSS, elle étende un peu sa révolution, mais
bref, vous voyez l'idée quoi, mais pas qu'il y ait des explosions qui arrivent dans d'autres pays et que du coup il y ait des travailleurs qui s'organisent d'eux-mêmes. Et alors si en plus ça doit être dirigé par des anarchistes, encore moins quoi. Du coup, elle va évidemment, les stalls, ils vont évidemment pas du tout être un appui à cette révolution. Ils vont être un des principaux outils pour la mater. Ils font alliance avec les partis bourgeois plutôt qu'avec les révolutionnaires. Ils les dénoncent, ils les combattent. C'est les premiers à remettre en place de la censure dans la presse, etc. Parce qu'en fait, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est garder la sympathie ou obtenir la sympathie des bourgeoisies françaises et anglaises en s'imposant un petit peu comme étant le rempart à l'anarchie, le rempart à la révolution. Et tout ça, ils vont le faire notamment en faisant du chantage à l'armement. En disant en fait si vous respectez pas telle condition, on va pas vous envoyer des armes. Ces armes, au final, elles arrivent quand même très très tard. Et par ailleurs, les anars ou le POUM, ils ont pas du tout fait ce qu'il aurait fallu pour pouvoir s'opposer à ces conditions, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est ce que Trotsky suggère notamment dans le Leçon d'Espagne, à aucun moment ils ont dit non mais attendez, regardez, c'est ça les conditions de l'URSS, on peut pas s'y plier, donc en fait on va se débrouiller sans leurs armes, ou alors on va les contraindre à nous en envoyer malgré tout. À aucun moment ils se sont posés de cette façon-là, et ils ont juste accepté de céder complètement à leur chantage, quoi. Du côté un petit peu international, on a les pays fachos évidemment qui soutiennent Franco, Staline qui soutient plutôt le gouvernement, et les autres qui vont rester neutres pour voir un petit peu comment le vent y tourne et se ranger dans l'idéal du côté des vainqueurs. Mais du coup, voilà, à ce moment-là, on est dans une situation où on a une bourgeoisie qui est très en difficulté, un prolétariat qui est vraiment à l'offensive dans une situation qui lui est favorable. Et la question un peu de ce double ennemi, fascisme, bourgeoisie et le gauchisme des anarches, qui va empêcher en fait les ouvriers et les paysans de prendre définitivement le pouvoir. Nous, on pense que c'est un peu une erreur de croire qu'il faudrait combattre le fascisme main dans la main avec la bourgeoisie et ensuite s'attaquer à la bourgeoisie, quoi. Le fascisme, c'est le dernier rempart de la bourgeoisie, donc c'est en fait un peu la bourgeoisie, quoi. Et c'est un rempart à la révolution prolétarienne. Donc évidemment même si évidemment c'est plus confortable pour le capitalisme d'être dans une démocratie libérale un peu tranquille et tout, en fait entre révolution prolétarienne et dictature fasciste, il choisira toujours la dictature fasciste. Et donc nous on peut pas avoir d'illusion, et je pense que c'est un des problèmes qui s'est posé à ce moment-là, c'est d'avoir l'illusion qu'en fait oui, c'était possible avec certains partis bourgeois de faire reculer le fascisme, quoi. Du coup, face à la victoire de cette contre-révolution, nous, on a envie de tirer les bilans politiques de tout ça, à la fois la nécessité d'une politique d'indépendance de classe et aussi de la construction du parti et de la dictature du prolétariat. Dans Leçon d'Espagne, dernier avertissement, Trotsky résume 2 manquements qui ont conduit à la faillite de la révolution espagnole. D'une part, il dit que contre la réaction bourgeoise, on ne peut lutter avec succès que par les forces et les méthodes de la révolution prolétarienne. C'est là une notion que le menchevisme lui-même, rameau de la pensée petite bourgeoise, ne veut ni ne peut faire sienne. En fait, l'alliance politique avec la bourgeoisie au prétexte de l'antifascisme, c'est ça qui a bloqué la force révolutionnaire du prolétariat, qui était la seule à même d'empêcher la réaction. D'autre part, Trotsky dit que même des tâches purement démocratiques, telles que la liquidation de la propriété foncière semi-féodale, ne peuvent être résolues sans la conquête du pouvoir par le prolétariat. La résolution de ces tâches purement démocratiques, comme la réforme agraire, elles auraient de fait porté un coup à la bourgeoisie bancaire, mais surtout elles auraient permis le ralliement des paysans aux perspectives de la révolution prolétarienne, indispensable du fait de la sociologie de l'Espagne en 1936. Le patronat espagnol, il a fini par tout miser sur la dictature militaire, mais c'est quand même le Front populaire, à travers ses composantes socialistes et staliniennes et anarchistes, qui s'est fait le relais de la bourgeoisie en mettant en avant et seulement l'ordre républicain. La politique des différentes organisations ouvrières, elle vient d'être décryptée dans la 10e partie du topo, mais on peut revenir un peu rapidement sur leurs responsabilités et l'absence aussi de ce parti en capacité de prendre en charge les tâches de la révolution. Bon, comme Emma l'a dit, en renonçant à la dictature du prolétariat, les anarchistes, ils ont renoncé à la révolution et ils ont agi en contre-révolutionnaire. Les staliniens, en Espagne, en obéissant aux ordres de Moscou selon les intérêts immédiats de la bureaucratie stalinienne, c'est-à-dire essayer de négocier avec les bourgeoisies anglaises et françaises,
Pour ça, il fallait faire ses preuves à travers une politique contre-révolutionnaire. Et en ce sens-là, les staliniens, ils ont bien réussi. Ils étaient faibles en nombre et en fait, ils ont été capables, à travers leur calomnie, leur chantage aux armes, à empêcher le prolétariat espagnol de mener jusqu'au bout la révolution. La dépendance militaire à Moscou, sans contestation de la politique imposée par Staline, sans dévoilement du chantage des staliniens, elle atteste bien de l'abandon de la révolution. Mais en fait, l'issue d'une révolution, elle ne dépend pas que de l'aide extérieure et il aurait été possible de développer l'industrie d'armement en Espagne, mais ça aurait supposé une direction révolutionnaire claire qui s'attaque à la propriété privée des moyens de production et qui relance la production selon ses méthodes à elle. La victoire de la guerre civile, elle dépend de la volonté de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la défaite de la bourgeoisie, c'est-à-dire son expropriation et la mise en place d'un pouvoir ouvrier. De même que la réaction, elle possède un état-major, le prolétariat, il doit constituer son propre état-major. Il ne faut pas infiltrer l'état bourgeois, mais construire un organe de pouvoir qui lui est propre, qui centralise la volonté des masses organisées dans des conseils ouvriers et paysans. Et c'est l'absence de parti révolutionnaire préparait la révolution et qui aurait poussé à la création de ces conseils et leur centralisation qui a manqué en Espagne en 1936.